Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité. Je vais terminer par effectivement vous présenter l'hypertension pulmonaire chez les patients drépanocytaires. Juste pour me présenter brièvement, donc, je suis pneumologue à Bicêtre, dans le centre de référence de l'hypertension pulmonaire. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené à voir un certain nombre de ces patients-là. Alors, on a vu juste avant les insuffisances cardiaques, on a vu les pathologies interstitielles. Il y a l'hypertension pulmonaire qui est l'autre pan des atteintes pulmonaires, en sachant que toutes ces pathologies, toutes ces comorbidités sont souvent intriquées, et en particulier l'hypertension pulmonaire qui très souvent s'associe soit une insuffisance cardiaque gauche, effectivement, pour les hypertensions pulmonaires postcapillaires, soit une atteinte pulmonaire parenchymateuse. Mais dans plus de 50%, cette hypertension pulmonaire est souvent un critère de gravité d'une atteinte systémique plus sévère de la drépanocytose et en particulier donc d'atteinte cardiothoracique. Avant de rentrer sur la spécificité des hypertensions pulmonaires des patients drépanocytaires, je donne juste un petit rappel sur la définition de l'hypertension pulmonaire, qui est une définition hémodynamique, ce qui nécessite donc pour avoir un diagnostic de certitude d'avoir une exploration par cathétérisme cardiaque droit. Et la définition a un peu évolué et va donc être officialisée lors des prochaines recommandations. On parle d'hypertension pulmonaire si la pression artérielle pulmonaire moyenne est supérieure à 20 mm de mercure. Et ensuite, bien sûr, il faut distinguer, comme on l'a dit tout à l'heure, les hypertensions pulmonaires précapillaires avec une pression capillaire pulmonaire inférieure à 15 mm de mercure et des hypertensions pulmonaires post-capillaires liées à une cardiopathie gauche avec une pression capillaire pulmonaire supérieure à 15 mm de mercure. On intègre aussi les résistances vasculaires pulmonaires dans la définition, qui est le rapport entre les pressions et le débit, supérieur à 3 unités Wood, en sachant que chez les patients drépanocytaires, c'est des patients, comme on l'a vu, qui ont très souvent un haut débit cardiaque et qui donc ont souvent des résistances vasculaires pulmonaires pas très élevées. Donc avoir déjà 2 de résistance chez un patient qui a un hyperdébit, ça n'est pas normal, donc il faut faire attention, même si on ne répond pas stricto sensu à la définition. Un patient drépanocytaire qui a déjà des résistances entre 1,5 et 3 unités Wood, ce n'est pas tout à fait normal. Alors, il faut bien distinguer l'échographie cardiaque, qui est l'examen de dépistage, et le cathétérisme cardiaque droit, qui permet de faire un diagnostic de référence. La difficulté est de savoir poser les indications du cathétérisme cardiaque droit. Donc, je vous rappelle que cette échographie cardiaque, on va estimer les pressions pulmonaires à partir de la vitesse d'insuffisance tricuspide. Et à partir de cette vitesse d'insuffisance tricuspide et d'autres signes indirects d'hypertension pulmonaire, on va estimer la probabilité qu'il y ait une hypertension pulmonaire, donc soit une faible probabilité, soit une probabilité intermédiaire, soit une probabilité élevée. Et une fois qu'on a estimé cette probabilité d'hypertension pulmonaire sur l'échographie cardiaque, on va le confronter avec le contexte du patient avant de décider d'aller faire une exploration hémodynamique. Donc, les recommandations actuelles disent que lorsque vous avez moins de 2,8 mètres secondes de VIT sans signe indirect d'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire sans dilatation des cavités droites, sans dilatation de la veine cave inférieure, sans dilatation de l'artère pulmonaire, vous avez une faible probabilité d'hypertension pulmonaire. Si vous êtes inférieur à 2,8 mais avec des signes indirects d'hypertension pulmonaire ou une VIT entre 2,9 et 3,4 mètres secondes, vous avez une probabilité intermédiaire. Et lorsque vous êtes au-delà de 2,9 ou au-delà de 3,4, même s'il n'y a pas de signe indirect, vous êtes sur une forte probabilité d'hypertension pulmonaire. Et donc, vous allez confronter cette probabilité avec le contexte du patient pour décider ou pas d'aller explorer le patient sur le plan hémodynamique avec la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit. Donc, le cathétérisme cardiaque droit, ensuite, il est très important puisqu'il va permettre, de confirmer ou pas le diagnostic d'hypertension pulmonaire et surtout chez ces patients-là, de bien distinguer l'hypertension pulmonaire pré- et post-capillaire avec une attitude thérapeutique qui va être différente et qui va donc complètement conditionner la prise en charge du patient. Et le cathé va également donc permettre d'évaluer la sévérité de votre hypertension pulmonaire. Alors, on va voir exactement quand est-ce qu'on va au cathétérisme cardiaque droit. L'hypertension pulmonaire chez le patient drépanocytaire, vous avez 2 situations. Donc, bien sûr, la situation du syndrome thoracique aigu, avec chez un certain nombre de patients, un tiers des patients, a le risque de développer une hypertension pulmonaire aiguë qui va aggraver le pronostic de patient, comme ça a été bien montré
par l'équipe de réanimation donc, à l'hôpital Henri-Mondor. De l'autre côté, c'est ça dont on va parler, c'est l'hypertension pulmonaire donc chronique avec une élévation prolongée des chiffres de pression pulmonaire, éventuellement des résistances vasculaires pulmonaires. Et là, on n'est pas sur une entité bien précise comme l'hypertension artérielle systémique. L'hypertension pulmonaire, elle peut être due à plein de mécanismes qui sont multifactoriels et surtout l'élévation des pressions pulmonaires peut être due à une vasculopathie pulmonaire, mais elle peut être due aussi à une élévation passive sur l'hyperdébit majeur, elle peut être due à une insuffisance cardiaque gauche, etc. Donc il est très important chez ces patients-là de bien analyser le profil hémodynamique des patients et ensuite de confronter ce profil hémodynamique avec les atteintes systémiques autres, hépatiques, cardiaques, pulmonaires, etc. Donc, on a une classification des hypertensions pulmonaires. Ça, c'est juste pour vous dire que les hypertensions pulmonaires des pathologies hémolytiques chroniques sont dans ce qu'on appelle le groupe 5, en bas à droite, qui est multifactoriel ou de physiopathologie inconnue. Et pour la drépanocytose, c'est exactement ça. Il y a plein de mécanismes qui s'intriquent les uns dans les autres et on n'a pas encore tout compris. Et donc, vous avez, comme je le disais, différents profils, des patients qui vont avoir des pressions pulmonaires élevées mais de façon modérée, associée à un hyperdébit cardiaque parfois extrêmement majeur, et vous allez avoir des résistances vasculaires pulmonaires qui sont plutôt basses. Ces patients-là, donc, n'ont pas forcément une vasculopathie pulmonaire en tant que telle, mais ont une conséquence hémodynamique de l'hyperdébit cardiaque qui parfois est majeur. Ensuite, vous allez avoir les patients qui vont avoir une hypertension donc liée, on l'a dit tout à l'heure, à une insuffisance cardiaque gauche, une hypertension pulmonaire post-capillaire. Le plus souvent, ces patients-là ont des résistances vasculaires pulmonaires plutôt normales ou légèrement élevées. Et ensuite, vous allez avoir les patients qui vont développer une véritable vasculopathie pulmonaire avec un débit cardiaque qui reste élevé, puis qui va s'ébaisser petit à petit. Et on va voir donc progressivement apparaître une véritable élévation des résistances vasculaires pulmonaires, même si on arrive très rarement à des niveaux de résistance vasculaire pulmonaire qu'on peut voir dans d'autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire, en particulier l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. On a quelques données anatomopathologiques chez ces patients-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un remodelage des petites artères pulmonaires avec un épaississement donc, de la paroi des petites artères pulmonaires. Et une chose qui apparaît de plus en plus évidente, c'est qu'il y a des mécanismes de thrombose in situ périphérique importants qui probablement participent à l'augmentation donc, des résistances vasculaires pulmonaires. Il y a aussi probablement, en tout cas c'est décrit chez un certain nombre de ces patients-là, et on a des signes cliniques et radiologiques indirects pour le dire, qu'il n'y a pas qu'une atteinte des petites artères pulmonaires, mais il peut y avoir aussi une atteinte des petites veines pulmonaires chez ces patients-là. Donc, il avait été dit tout à l'heure que initialement, donc l'équipe de Gladwin avait évalué donc la vitesse d'insuffisance tricuspide chez une grosse cohorte de patients drépanocytaires, avait montré que 30% des patients avaient une VIT supérieure à 2,5 mètres secondes et ces patients avaient une survie qui était limitée. Donc, la première conclusion, c'est de dire l'hypertension pulmonaire est fréquente chez les patients drépanocytaires et ça a un impact sur la survie, sauf qu'il n'y avait pas d'exploration hémodynamique invasive derrière pour confirmer le diagnostic. Donc, il y a eu ensuite les études de prévalence, dont l'étude étendard française, où tous ces patients-là ont eu un cathétérisme cardiaque droit systématique et ils ont été classés comme ayant une hypertension pulmonaire s'ils avaient une PAPM supérieure à 25, puisque c'est l'ancienne définition, ou une pression capillaire pulmonaire inférieure à 15 mm de mercure pour les pré-cap et les post-cap supérieurs à 15. Et comme l'a dit tout à l'heure Thomas, donc la prévalence de l'hypertension pulmonaire était de 6%, avec environ 60% d'hypertension pulmonaire post-capillaire et 40% d'hypertension pulmonaire pré-capillaire. On a une étude brésilienne à peu près identique qui retrouve grosso modo les mêmes chiffres. Donc, vous voyez qu'on a 30% des patients qui ont une VIT supérieure à 2,5. À la fin, on n'en a que 6% qui ont une hypertension pulmonaire. Donc, il y a beaucoup de faux positifs si on prend comme seuil 2,5 mètres secondes pour aller faire un cathé à tous ces patients-là. Ça voudrait dire faire un cathé chez 30% des patients pour ne retrouver qu'une hypertension pulmonaire chez 6% des patients. Donc, les recommandations actuelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont augmenté le seuil à 2,8 et on peut s'aider également d'autres biomarqueurs indirects, soit des marqueurs cliniques. Lorsque les patients ont un test de marche très altéré avec un essoufflement important, vous allez d'autant plus aller discuter de faire le cathétérisme cardiaque droit quand vous êtes dans une zone un peu grise, entre 2,5 et 2,8 mètres secondes. Et par ailleurs, si vous avez une élévation du NT-proBNP, là encore, ça va être un élément supplémentaire pour aller discuter de faire une exploration hémodynamique si vous êtes
sur une probabilité intermédiaire sur l'échographie cardiaque. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est important finalement de faire un cathé droit, puisqu'on a vu qu'avoir une vitesse d'insuffisance tricuspide élevée, de toute façon, c'était un marqueur pronostique. Donc, pour ça, on a suivi la cohorte étendard sur 10 ans et on a regardé ce qu'étaient devenus les patients qui avaient une VIT inférieure à 2,5, donc qui n'avaient pas eu de cathé droit, les patients qui avaient une VIT supérieure à 2,5, en distinguant les patients qui ont une hypertension pulmonaire confirmée au cathétérisme cardiaque droit et les patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire confirmée. Et vous voyez que les patients qui ont une VIT supérieure à 2,5 sans hypertension pulmonaire confirmée sur le cathétérisme cardiaque droit ont une survie qui est identique aux patients qui ont une VIT inférieure à 2,5. Et ce qui va vraiment impacter le pronostic des patients, ce n'est pas la VIT en tant que telle, mais c'est la VIT associée effectivement à une élévation des pressions pulmonaires confirmées sur le cathétérisme cardiaque droit. Donc, ce qui a été proposé ici par le groupe de travail de l'ATS, qui a été repris aussi dans les recommandations françaises, c'est inférieur à 2,5, on ne fait pas de cathétérisme cardiaque droit. Entre 2,5 et 2,9, strictement supérieur à 2,8, on va suivre le patient de plus près pour voir s'il y a une cinétique à 3 mois, 6 mois d'élévation, et on va le confronter au test de marche et à l'élévation des NT-proBNP. Si vous avez une élévation du NT-proBNP ou un test de marche très altéré, vous discuterez du cathé droit. Et pour les patients qui ont une plus franche élévation de la VIT, on va discuter directement du cathétérisme cardiaque droit. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que ces critères-là qui décident de faire un cathé droit. Il y a aussi, il faut mettre cette échographie cardiaque dans un contexte. Donc, la première réflexe à faire, c'est de voir si le patient a une insuffisance respiratoire chronique, s'il a une pathologie interstitielle sévère, comme l'a discuté Bernard tout à l'heure, ou s'il a une insuffisance cardiaque gauche évidente qui est à l'origine de l'élévation des pressions pulmonaires. Dans ces deux cas, il n'y aura pas forcément d'impact thérapeutique derrière du cathétérisme cardiaque droit. Par contre, si à l'évidence, il n'y a pas une pathologie respiratoire au stade d'insuffisance respiratoire ou une cardiopathie gauche qui est très évidente, alors là, on ira discuter plus facilement le cathé droit pour voir si on est bien dans une hypertension pulmonaire précapillaire. Et ensuite, en fonction de la sévérité et du profil, on va adapter la prise en charge et le bilan du patient. Donc, vous voyez ici les recommandations donc, françaises qui disent la même chose. Lorsqu'on a une VIT supérieure à 2,8, on va contrôler le patient et suivre le patient. Mais s'il est entre 2 et discuter du cathé droit, s'il est entre 2,5 et 2,8, on va le confronter au test de marche ou au NT-proBNP pour décider de l'exploration hémodynamique. Alors ensuite, quels sont les mécanismes de cette hypertension pulmonaire? Comme j'ai dit, c'est multifactoriel. Ce qui est très souvent dit, c'est que l'hypertension pulmonaire du patient drépanocytaire est plutôt liée à un profil très hémolytique, comme la cardiopathie gauche, etc. Il faut prendre ça avec des pincettes. Effectivement, les patients les plus sévères, les plus jeunes, pour lesquels l'hypertension pulmonaire est hémodynamiquement plus sévère et pas forcément dans un contexte d'atteinte systémique sévère, ça va être des patients plutôt jeunes et très hémolytiques. Mais le plus souvent, on a plutôt des hypertensions pulmonaires chez des patients drépanocytaires plus âgés qui ont des atteintes systémiques plus élevées, mais plus importantes, mais pas forcément dans un contexte simplement très hémolytique. C'est des patients aussi qui ont des profils très occlusifs et avec une implication, donc probablement, comme j'ai dit tout à l'heure, des mécanismes de thrombose dans l'élévation des pressions pulmonaires. Sur les études qui ont été faites, que ce soit étendard, que ce soit l'étude de Gladwin, effectivement, les patients qui ont une hypertension pulmonaire ont néanmoins des signes biologiques d'hémolyse qui sont plus importants, avec, pour simplifier les choses, ce qui est mis en avant comme mécanisme physiopathologique, c'est que l'hémolyse va entraîner une captation du monoxyde d'azote et la diminution de la biodisponibilité du NO va entraîner des phénomènes de vasoconstriction, mais aussi éventuellement de remodelage vasculaire pulmonaire. Donc, comme je disais, l'hypercoagulabilité joue probablement aussi un rôle important. On l'a vu sur les données anatomopathologiques où on retrouve de la thrombose in situ importante chez ces patients-là. On va le voir également sur la scintigraphie, les scanners. Ces patients-là, comme on le sait, ont un état d'hypercoagulabilité. On sait qu'ils font plus ils ont un risque plus élevé de thrombose aiguë, mais également probablement donc de thrombose chronique avec des vraies formes d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique chez des patients et de la thrombose in situ, comme je l'ai dit, sur les données anatomopathologiques. Troisième chose, lorsqu'on a une hypertension pulmonaire chez les patients drépanocytaires, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une autre atteinte d'organes qui elle-même est un facteur de risque d'hypertension pulmonaire. Donc, j'ai parlé de la dysfonction cardiaque gauche,
J'ai parlé des pathologies respiratoires chroniques. Il faut aussi rechercher si le patient n'a pas une atteinte hépatique avec une hypertension portale qui est un gros facteur de risque de développer des vasculopathies pulmonaires ou si le patient n'a pas un contexte d'auto-immunité qui peut également être un risque de développer des hypertensions pulmonaires. Dernière chose aussi, il ne faut pas oublier le contenu. On peut avoir des grandes variabilités d'un caté à l'autre chez des patients et en particulier chez les patients qui sont sous échange érythrocytaire. Est-ce que l'hémodynamique va également varier en fonction de la viscosité sanguine, ce qui explique qu'on peut avoir parfois des grosses variabilités avant-après échange lorsqu'on fait un caté droit juste avant ou un caté droit juste après échange. Je vais vous montrer ici juste l'expérience qu'on a publiée sur la cohorte française des patients qui ont une hypertension pulmonaire uniquement précapillaire et vous montrer la relation aussi entre le phénotype et le génotype et la caractéristique de ces patients. Donc vous voyez sur ces 57 patients, il y en a plus maintenant, on a environ 3/4 de patients qui sont SS ou S-bêta 0 et un quart des patients qui sont SC ou S-bêta+. Si on prend les patients SS, d'abord, au moment du diagnostic, c'est des patients qui sont très symptomatiques, en classe fonctionnelle 3 ou 4 de la NYHA. On a une prédominance de femmes, mais ça, c'est vrai pour toutes les formes d'hypertension pulmonaire. Et 30% à peu près des patients ont un antécédent thromboembolique aigu, avec un taux d'hémoglobine moyen, vous voyez, à 8,4 et des LDH plutôt relativement élevés et un test de marche qui est très altéré à 315 mètres dans cette population de patients. Si on regarde les critères hémodynamiques, on a un profil hémodynamique avec 35 de moyenne. Vous voyez, beaucoup moins élevé que ce qu'on peut voir dans la HTAP idiopathique, un index cardiaque qui reste élevé chez la plupart des patients et un chiffre médian de résistance vasculaire pulmonaire qui est à 4,6 unités Wood. Et vous voyez ici qu'on voit de tout, c'est-à-dire que la plupart des patients ont des résistances pas très élevées, mais on a un petit sous-groupe de patients qui développent des très très hauts niveau de résistance vasculaire pulmonaire avec des signes de défaillance ventriculaire droite parfois majeurs. Il faut toujours faire la scintigraphie pulmonaire chez ces patients-là. Et vous voyez que chez les patients SS, elle va être normale dans 43% des patients. Et on va avoir un aspect d'hypoperfusion périphérique, comme vous pouvez voir ici la ventilation, un aspect un peu pommelé d'hypoperfusion périphérique, qui sont probablement donc le reflet de la thrombose in situ. Et 10% des patients vont avoir des vrais défects segmentaires. Et du coup, l'aspect qui découle de ça, certains patients, on a été jusqu'à l'angiographie, vous voyez cet aspect en arbre mort périphérique, là, probablement lié à cette thrombose in situ périphérique. Et sur les scanners, vous allez très souvent constater chez ces patients-là un aspect en vert dépoli périhilaire avec ensuite une hyperclarté périphérique qui est liée, là encore, à cette hypoperfusion périphérique. Chez certains des patients, vous allez avoir des défects segmentaires et là, il est très important d'aller plus loin dans la reconstruction vasculaire pulmonaire et dans l'angiographie pour rechercher une vraie forme d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique avec donc des lésions de fibrose qui viennent obstruer les artères pulmonaires, comme vous pouvez le voir chez cette patiente drépanocytaire SS. Et là, c'est très important parce qu'il y a une implication thérapeutique derrière qui est très importante chez ces patients-là, puisqu'on peut soit les opérer lorsque la forme est très proximale dans les gros vaisseaux, et maintenant, lorsque la thrombose est dans les vaisseaux intermédiaires, on peut faire de l'angioplastie pulmonaire en allant donc dilater les artères pulmonaires une par une. Vous voyez ici des images de patients qui ont été opérés drépanocytaires. La survie des patients SS avec hypertension pulmonaire, 57% de survie à 5 ans, et c'est à peu près ce qu'on retrouve dans les autres études. Les patients SC sont complètement à part. Les patients SC, vous voyez que chez eux, on a un antécédent thromboembolique aigu chez 60% d'entre eux. Évidemment, le taux d'hémoglobine est plus élevé. Ils ont un test de marche qui est plus élevé. Ils sont moins gênés fonctionnellement. Il y a plus de patients en classe fonctionnelle 1 ou 2 de la NYHA. Par contre, comme ils ont un taux d'hémoglobine plus élevé, ils ont une hyperviscosité plus élevée, donc on va avoir des résistances vasculaires pulmonaires globalement plus élevées que chez les patients SS. Et alors, chez ces patients-là, lorsqu'on fait la scintigraphie, chez 80% d'entre eux, on va trouver cette fois des défects segmentaires qui vont vous orienter vers une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et donc, chez ces patients-là, de plus en plus, chez des patients SC, on va proposer de l'angioplastie pulmonaire, puisque souvent, la thrombose est sur les troncs intermédiaires. Si on regarde la survie, globalement, vous voyez que c'est difficile d'avoir des facteurs prédictifs de survie, à part la NYHA au moment du diagnostic, mais même les résistances vasculaires pulmonaires, finalement, ne permettent pas de distinguer les patients en termes de survie. Alors, la prise en charge globale, il n'y a aucun consensus sur la prise en charge. Il y a les traitements symptomatiques, l'oxygène,
Quid des anticoagulants, les diurétiques s'ils sont en défaillance ventriculaire droite, les traitements de la drépanocytose elle-même, les traitements de l'HTAP et les traitements des formes thromboemboliques chroniques. Concernant les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, que ce soit les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 ou les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, il n'y a aucune étude qui montre leur efficacité. Pour les IP2E5, ça a été arrêté en raison d'une augmentation de douleurs pouvant évoquer des crises vaso-occlusives. Et pour les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, ça a été arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de patients inclus. En ce qui concerne les échanges érythrocytaires, comme on a vu que ça a impacté fortement sur le pronostic des patients, on a maintenant tendance de plus en plus à proposer à ces patients-là des programmes d'échange érythrocytaires chroniques. Sur les premiers patients qu'on a rentrés dans ces programmes d'échange chroniques, on a examiné leur effet sur les résistances vasculaires pulmonaires et vous voyez qu'il y a environ la moitié des patients, un peu plus de la moitié, qui vont améliorer leur résistance vasculaire pulmonaire sous échange érythrocytaire et associés à ça vont clairement améliorer leur gène respiratoire. Et vous voyez ici sur le long terme le suivi de ces patients-là. Après, maintenant on a un peu plus de recul, un certain nombre de ces patients vont néanmoins échapper au programme d'échange érythrocytaire, mais après plusieurs années. Vous voyez ici une patiente qui avait arrêté ses échanges érythrocytaires et dès qu'elle a arrêté, on voit un rebond des résistances vasculaires pulmonaires avec un rebond donc de la gène respiratoire associée. Donc en pratique, on a une hypertension pulmonaire, on a une suspicion sur une échographie cardiaque. Vous avez une probabilité intermédiaire, vous faites le bilan respiratoire, vous voyez s'il y a une atteinte cardiaque gauche évidente, un test de marche, un NT-proBNP. Si vous voyez que le patient est gêné, effectivement, si on a une probabilité intermédiaire, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour discuter du cathétérisme cardiaque droit. Si on est sur une probabilité élevée, on va au cathétérisme cardiaque droit. On fait une scintigraphie ventilation-perfusion. Si la scintigraphie ventilation-perfusion montre des défects, on met le patient sous anticoagulant, on voit si la séquelle post-embolique est proximale et dans ces cas-là, il peut y avoir une sanction chirurgicale. On a très peu de cas, encore une fois. Et sur les formes intermédiaires, qui est plus fréquente chez les SC, on va discuter des angioplasties pulmonaires. Pour les autres patients, l'oxygène s'y désature. Si on a cet aspect d'hypoperfusion périphérique, j'ai tendance à les mettre sous anticoagulant après avoir apprécié le rapport bénéfice-risque. On va renforcer le traitement de la drépanocytose. Aucune donnée claire sur l'hydroxyurée. Les échanges transfusionnels, on a quand même maintenant un recul qui montre que ça peut améliorer les patients. Et concernant les traitements de l'HTAP, on va discuter ensuite si les résistances vasculaires pulmonaires ont tendance à s'élever et que le débit cardiaque baisse. On va mettre des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire en mettant en premier lieu les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. Voilà, donc les messages clés, c'est multifactoriel, c'est complexe. Il faut toujours mettre l'hypertension pulmonaire dans le contexte du patient. Il faut toujours éliminer une forme thromboembolique chronique. Il faut discuter les programmes d'échange transfusionnel pour les formes qui vont mettre en jeu le pronostic vital des patients. Et il faut que ça soit toujours une discussion entre centre d'hypertension pulmonaire, centre de drépanocytose et le centre qui prend en charge le patient. Merci à vous.